Hello, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu vas passer un bon moment avec moi. Nous allons parler de la survie et de la vie et comment on fait pour passer de cet état où on a l'impression qu'on est toujours en course, en permanente recherche de temps, qu'on n'arrive pas à tout gérer, à des moments plus tranquilles, plus calmes, sans forcément changer les activités que l'on fait, mais tout simplement en se connaissant mieux, en connaissant mieux la manière dont on fonctionne. Alors pour démarrer cette vidéo, j'ai envie de te proposer un petit slogan, quelques phrases d'un des slams que j'ai écrit. Ose faire de ta vie du grandiose pour vivre et non survivre, pour rire et non être ivre. Et donc, c'est de ça dont il va s'agir dans cette vidéo. Alors, je vais t'inviter à t'installer, à te déposer, à te mettre confortable, assis. Tu peux aussi t'allonger, même si effectivement, allongé, on pourrait peut-être imaginer que tu peux t'endormir. Eh bien, si tu as cet élan de sommeil, c'est que ton corps en a besoin. Je vais commencer par te parler de trio sacré, qui est le corps, les émotions et les pensées. Alors, tu as sûrement entendu parler des émotions, des sensations et de l'intelligence émotionnelle. Et pour moi, eh bien, c'est finalement la seule chose qu'on aurait à connaître en tant qu'humain, parce que c'est ce qui nous caractérise. L'être humain est fait d'émotions. Bien souvent, on connaît le nom des émotions, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne au niveau corporel. Alors, je vais t'expliquer que ces émotions, eh bien, c'est vraiment la base de toute notre compréhension physique, physiologique, émotionnelle, mentale et énergétique, et aussi de cette relation que l'on a avec soi, mais de la relation que l'on a avec l'autre. Alors, l'émotion, elle commence par des sensations dans le corps. Tu as des réactions, j'ai des réactions, nous avons des réactions sensationnelles parce que nous venons de voir quelque chose, nous venons d'entendre quelque chose, nous venons de toucher quelque chose. Et donc, tu l'as compris, avec nos cinq sens, eh bien, nous appréhendons le monde dans lequel nous vivons. Et en fonction de notre personnalité, en fonction de notre histoire, il y a certaines situations, certains mots, et même parfois seuls, nous pouvons avoir des sensations dans le corps. Ces sensations, eh bien, elles vont nous indiquer un comportement à avoir, à adopter. C'est très important pour notre survie. Quand nous étions des hommes millénaires, eh bien, ces sensations, imagine que tu entends le rugissement d'un lion ou d'un mammouth, tu savais que tu devais prendre tes jambes à ton cou ou te cacher parce qu'il y avait un danger physique. Eh bien, notre cerveau n'a pas forcément tellement évolué parce qu'à l'échelle du monde, si l'on pouvait replacer la naissance de l'homme et de son cerveau, qui est dit reptilien, le premier cerveau, qui correspond à celui du cerveau des animaux, eh bien, nous serions sur une échelle de 24 heures, nous serions à 23h59. Donc, c'est un cerveau très, 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 très rapide. Ça veut dire que le corps ressent quelque chose et ça monte directement au cerveau pour faire une action. Il y a quatre émotions de base qui sont la peur, la colère, la joie et la tristesse. Bien sûr, ces émotions sont mêlées, elles ne sont jamais complètement pures. Dans notre exemple de l'homme qui entend un mammouth, un lion, eh bien c'est la même chose que lorsque la gazelle, elle va voir le lion, par exemple, elle va se mettre à courir pour échapper parce qu'elle a inconsciemment, elle sait qu'il y a danger. Alors qu'en fait, elle a pas eu d'expérience avec le lion avant parce que sinon elle serait plus là. Donc il y a des choses que nous sentons, que nous ressentons de manière instinctive. Alors bien sûr, nous ne sommes plus dans ces dangers-là, hormis le fait, par exemple, si il y a une voiture qui traverse devant nous et qu'on était sur le passage piéton qui s'arrête pas, eh bien nous allons faire un mouvement de recul
Et justement, les émotions, elle a une énergie, elle a une direction. Donc, on dit que emotion, c'est énergie en motion. Et movere, ça vient du latin, et movere, en mouvement. Donc, c'est une énergie qui est dans notre corps en mouvement. Alors, quels sont les mouvements, quelles sont les directions des quatre émotions de base? Eh bien, la peur, elle fait reculer pour se sauver. La colère, elle fait avancer pour se battre et on a toutes les réactions physiologiques qui vont avec. C'est-à-dire que lorsqu'on a peur, eh bien, on a les mains qui suent et on a un niveau d'adrénaline qui monte pour prendre la fuite ou se figer, qui peut être aussi une autre forme de réaction de survie. Se figer, ne pas faire de bruit, ne pas bouger. Mais revenons à notre colère qui fait avancer. Et elle, de la même manière, nous avons du sang qui afflue dans les mains. Le visage devient plus rouge. Quelqu'un qui se met en colère, le visage devient rouge. L'énergie monte au visage pour aller combattre, se battre, fight. Donc on voit déjà dans ces deux émotions, tu vas voir le lien ensuite avec le système nerveux, fight ou fear, ou s'en aller en fait, combattre ou fuir. Ensuite, nous avons la tristesse. La tristesse, elle fait descendre. La tristesse, quand on apprend une mauvaise nouvelle, on a envie de s'asseoir, de se poser, de... On a les épaules qui tombent. Et on a aussi le sourire qui fait ça. On voit très bien dans l'emoji tristesse. Euh, on a besoin de ce temps pour intégrer la nouvelle, pour intégrer la perte, pour intégrer le choc émotionnel, quel qu'il soit, d'être triste et de passer par le corps, encore une fois, pour intégrer cette tristesse et la laisser aller. Et puis la joie va dans un stade de rugby, de foot, d'athlétisme, n'importe lequel, et tu vas voir, quand ton athlète préféré gagne, tu vas sauter de joie. C'est instinctif. Donc, on voit ces quatre directions qui sont dans notre corps pour nous indiquer une direction. Maintenant, l'homme a quand même évolué depuis l'époque, on va dire, Cro-Magnon, et nous avons un cerveau qui s'est développé, qui a grandi, qui a grossi avec le cortex préfrontal. Et on a ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, donc qui va quelque part analyser les choses, évaluer, jauger, mais du coup, on n'est plus dans ce système de survie. Et pourtant, pour la personne, pour soi, c'est exactement la même chose. Ton patron qui va rentrer en hurlant dans la pièce, dans ton bureau, pour te dire que le dossier que tu viens de lui remettre, ça va pas du tout, eh ben, c'est le même phénomène que euh, le lion dans la savane. Mais là, la différence, c'est que tu vas élaborer des pensées et puis, ben, tu vas te dire un certain nombre de choses en fonction de ton vécu, de ton histoire, de tes expériences passées, de ta personnalité, des relations que tu as avec les autres. Tu vas avoir tout un tas de pensées qui vont venir et certaines réactions qui vont être propres. Il faut savoir que le corps compte à 80%, c'est-à-dire qu'en fait, on ressent les émotions à 80%. C'est une énergie qui est très importante. Et ensuite, il y a 20% qui va au cerveau. Enfin, c'est-à-dire que le cerveau est là pour 20%. Et on voit bien ici l'importance que l'on met dans le cerveau, que l'on met dans les pensées, dans la raison, dans le raisonnement, dans la logique, dans notre société occidentale. C'est pourquoi il y a des invitations de plus en plus nombreuses à revenir dans le corps. Reviens dans ton corps, reviens dans ton centre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire reviens à l'écoute de ces sensations parce qu'elles te disent des choses très importantes sur toi, sur moi. Je dis tu, mais je peux dire je. 95% de nos actions sont inconscientes. On va faire un petit retour en arrière au niveau de la naissance d'un petit être humain. Lorsqu'un bébé arrive sur Terre,
Normalement, il est tout blanc, exempt d'émotions. Même si c'est pas vrai, on va prendre ce postulat-là. Dans le sens où sa maman a vécu des choses, elle a été en relation avec d'autres personnes et il y a forcément eu des impacts in utero. Par exemple, de mon côté, quand j'ai attendu ma fille, eh bien, le papa de ma fille a fait un infarctus. Euh, J'étais enceinte de 1 mois et quelques, et donc il s'en est tiré, mais il s'en est sorti, ça va, mais forcément, il y a eu un impact sur moi de manière émotionnelle. J'ai eu peur. Ensuite, j'ai été un peu dans l'angoisse, dans le stress. Puis après, il y a eu les événements qui font que ça va mieux. Mais forcément, l'enfant, in utero, ressent ce que la maman ressent. Mais on va dire pour l'explication que l'enfant, il arrive, comme dirait mon mentor Robert Savoie, avec des baskets blanches. Et puis, il va entrer dans le monde et de suite va avoir déjà des comportements parce que lui, il a juste besoin de boire, manger, dormir et puis être changé, être propre. Et donc, il va émettre des signaux dans son corps. Lui, il est complètement en lien avec son corps, il n'y a pas de souci. Il va pleurer, rire, sourire. Et l'adulte, en fonction de ce qu'il va faire, va s'occuper de lui. Mais si l'enfant voit que, et ça, c'est pas du tout réfléchi puisqu'il n'a pas cette conscience-là, malgré tout, il va ressentir le fait que si l'adulte lui dit des choses à un certain type de relation, ne le regarde pas d'une certaine manière ou d'une autre manière, eh bien, il va de fait s'adapter. Il y a eu malheureusement, il y a eu une expérience qui a été faite en Pologne dans un centre où des enfants étaient à l'adoption. Je crois que c'était dans les années 70, quelque chose comme ça, où en fait les nourrices, en donnant le biberon, ne regardaient pas l'enfant et d'autres nourrices regardaient l'enfant. Eh bien, le fait de regarder, d'être vu, les yeux dans les yeux, de ressentir l'attention, peut-être l'amour et sur les signaux du visage de la personne qui donnait le biberon, eh bien, l'enfant se développait mieux que si on ne le regardait pas. Donc, c'est exactement ça. Si l'enfant n'a pas d'attention, parce que le parent est occupé, parce qu'il vit aussi d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai eu le cas d'une maman qui vivait dans les premiers mois de l'enfant un deuil parce qu'elle avait perdu sa maman. Donc, des préoccupations personnelles. Énergétiquement, alors énergétiquement, l'énergie, je vous ai dit tout à l'heure que l'émotion, c'était une énergie en mouvement. Énergie, c'est information. On pourrait remplacer le mot énergie par le mot information. Donc, l'enfant va légèrement changer son comportement. Et puis, en grandissant, eh bien, selon le cadre dans lequel il va vivre, selon l'entourage, l'environnement, s'il est encouragé, si au contraire il est brimé, si on lui fait des remarques, si on se comporte d'une certaine manière qui n'est pas, on va dire, soignante, c'est le mot qui me vient, mais contribuante. euh, Allez, pousse petit enfant, je t'aime, quoi que tu fasses, qui ressent pas justement cet amour inconditionnel de la part de ses parents, puis ensuite des éducateurs, des instituteurs, des professeurs, des personnes qui l'entourent, eh bien, il va adopter un autre comportement. Il va s'adapter. Par exemple, en termes d'émotion, combien de fois avez-vous entendu un garçon, ça doit pas pleurer. Allez, tu es fort, mon fils. Ou une fille, elle doit aider sa maman aux tâches ménagères. Et donc, déjà, on adopte en fait des croyances, des informations qui vont soit nous soutenir, soit nous limiter. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes ou les croyances aidantes. Et on prend tout ça, tout notre environnement pour vrai, et donc ensuite, eh bien, on agit avec toutes ces informations. Et c'est très important de l'âge de 0 à 7 ans
bien sûr encore à l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, mais vraiment le socle de la personnalité et des comportements se fait à ces âges-là. Alors bien sûr, il y a aussi la partie innée, hein. On dit toujours il y a l'inné et l'acquis. Et donc, comme je reviens à Robert Savoie qui va dire, eh bien, il va porter des baskets noires. Imagine cet enfant qui est toujours brimé parce que quand il revient de l'école, lui, cette petite enfant, ce petit garçon, bah, il aime aller jouer à la voiture, avec ses voitures dans sa chambre tranquille. Mais non, il faut qu'il fasse ses devoirs, ou il faut qu'il aide, ou de manière bien sûr très simple, mais il n'a pas ce temps pour lui. Et donc on lui fait la remarque. Et donc il va de facto adopter ce comportement qu'il faut toujours faire ça. Et plus tard, eh bien, il va avoir ce type de comportement, mais il a mis de côté son attirance, son appétence pour certaines choses. Il l'a complètement occulté. Et ça passe, finalement, ça va devenir son mode de fonctionnement inconscient. Et c'est pour ça que notre fonctionnement dans le monde, nos actions, elles sont très inconscientes. Alors, le but de passer de la survie à la vie, eh bien, c'est de faire émerger cette partie inconsciente. Jung en parle très très bien. Il dit faire conscience de son inconscient. Et où se trouve l'inconscient? Ah, toutes les personnes disent, mais l'esprit, pas du tout. L'inconscient, c'est dans le corps. Et c'est ce qu'on dit aussi de ces mémoires cellulaires. Puisqu'on nous sommes faits d'eau, eh bien, il y a toute la théorie sur l'eau, mais c'est pas l'objet ici de cette vidéo. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Mais euh, on va avoir des influences et on va garder en mémoire dans nos cellules qui sont composées d'eau et d'énergie. À 99,99%, nous sommes faits d'énergie, de non-matière, et ça, c'est juste incroyable. C'est prouvé scientifiquement. Il y a tout un courant de scientifiques qui ont prouvé cela. Et donc, toutes ces informations énergétiques rentrent dans la mémoire de nos cellules. Et donc, on agit de manière inconsciente. C'est pour ça que parfois on dit, bah, on va finalement se réveiller parce que nous agissons toujours beaucoup en mode survie. Alors, du coup, je vais vous inviter pour euh, transiter avec le chapitre suivant, le propos suivant. Eh bien, simplement, pour revenir dans ce corps, eh bien, c'est de fermer les yeux, simplement, ce qu'on appelle la pleine présence, s'ancrer, poser les pieds à plat sur le sol et juste prendre conscience de ce corps. On dit également que là où on pose notre attention, l'énergie se dirige. Donc, où je vais diriger mon attention, eh bien, l'information va se diriger. Et là, j'ai envie simplement de te demander, dans ton corps, là, est-ce qu'il y aurait des zones, est-ce qu'il y aurait des endroits où ça serait plus léger, plus lourd, comme peut-être quelque chose qui serait là, une sorte de masse de poids? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que tu sens que ça bouge ou au contraire que c'est figé? Peut-être dans le ventre, dans les bras, dans les épaules. Tu ne vas pas chercher à dire oui, mais j'ai beaucoup travaillé, blablabli, blablabla. Non, juste pose ton attention dans ton corps et concentre-toi juste sur ta respiration. La poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Et puis, tu laisses ce qui doit être dans ton corps. C'est parfait.
Quand on vit vraiment beaucoup d'angoisse, par exemple, il y a des respirations qui sont maintenant très connues. La respiration carrée. Donc, on inspire en 4 temps, on bloque 4 temps, on souffle en 4 temps, on attend un, 2, 3, 4 et on recommence. Donc, ça fait comme un carré. Et ça permet juste de, je reviens dans mon corps. Et lorsqu'on revient dans son corps, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a moins d'agitation mentale. Et tout à l'heure, je parlais de toutes ces pratiques psychocorporelles dont on fait promotion. euh, de nombreuses pratiques émergent aujourd'hui. Nombre viennent de l'Orient. Le yoga, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, le qigong, le taekwondo, toutes ces expériences corporelles vont te permettre eh bien, de diminuer ce flot de pensée qui normalement ne représenterait que 20% euh, dans la masse de l'information. Mais on a vraiment, vraiment mis en avant depuis, on va dire, les Lumières, cette pensée. Bien sûr, on a créé d'extraordinaires machines. Le progrès a avancé parce que l'homme a réfléchi, a amélioré son quotidien, a créé des objets, a mis plus de confort. Donc, on a mis en avant la modernité avec les modes de pensée, avec la construction. Mais il est temps aujourd'hui, eh bien, de revenir dans ce corps et d'avoir cette intelligence émotionnelle de soi. Parce que on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si tu ne prends pas en compte tes émotions. Eh bien, cette énergie, elle va rester dans ton corps. Et donc, on a dit qu'entre 0 et 7 ans, l'enfant, c'est comme une éponge. Il absorbe toutes les émotions, les comportements, les croyances de son environnement. Il n'a pas le recul nécessaire pour avoir son propre jugement. Il prend ça pour acquis, pour vrai. Et donc, ça va faire des empreintes donc, au niveau de ses cellules. Et ça va créer ce qu'on appelle une forme de programme. Pour ça qu'on dit on est en mode robot, en mode automatique. Et je te rappelle donc on est inconscient à 95%. Donc c'est comme une base, comme une disquette, comme quelque chose une disquette pour les plus jeunes, ils savent pas ce que c'est, mais on t'a chargé avec un programme dans ton processeur interne et puis tu agis parce que tu sais même des fois pas pourquoi, parce que tu as vu tes parents agir comme ça. Le monde doit fonctionner comme tu le penses parce que c'est ce que tu as appris. Et donc, tu es guidé finalement par ta tête et non pas par ton corps. Ça crée, alors c'est ce qu'on appelle aussi bien les masques, les faux selfs, comme une identité de protection. Et donc, avec ces baskets noires, tu es devenu une autre personne. L'émotion, cette énergie en mouvement, eh ben, si elle sort pas, si elle n'est pas exprimée, elle va rester là, elle va rester dans le corps. Et comme une cocotte minute, eh bien, à un moment donné, il faut soulever le petit bouchon là pour que la vapeur s'en aille. Et si cette émotion qui a un sens, je te le rappelle, tristesse en bas, colère qui se traverse et la peur en arrière. Alors la joie, elle est souvent très exprimée, mais pas tant. Il y a des personnes qui n'arrivent pas même à exprimer leur joie, qui n'ont plus de contact avec ce qui les met en joie. Eh bien, cette énergie, elle va rester dans le corps et c'est comme l'eau, il faut qu'elle sorte à un moment. Donc, elle va peut-être sortir. Donc, on va voir maintenant les 4 types de comportements vis-à-vis de l'émotion. Donc, soit effectivement, tu la traverses, tu traverses cette émotion, ça dure à peu près 30 secondes. Elle peut être très désagréable, hein. Une peur, panique, j'ai peur, ben oui. Et tant que le danger n'est pas terminé, tu vas rester dans cette peur et après tu vas encore redescendre, l'adrénaline va redescendre, le cortisol géré par le stress et l'angoisse va redescendre et c'est OK. Mais si tu n'as pas conscience que tu as eu très peur, eh bien elle va rester là. Et tu vas faire fi de ça. Donc, première euh, réaction, tu traverses l'émotion, tu la vis.
La deuxième, tu la mets de côté. Tu la nies, ça n'existe pas, et tu adoptes un autre comportement. Comme quand petit, on te disait qu'un petit garçon ne doit pas pleurer, alors tu te mets en colère parce que ça te met fichtrement en colère de pas pouvoir chialer, parce qu'on t'a traité de fille, parce qu'à un moment, tu as eu envie de pleurer, parce que tu as perdu, je sais pas, ton doudou, tout simplement. Et donc, ça va être la même chose. Tu vas peut-être à tout bout de champ te mettre en colère, alors qu'au final, tu es triste. Donc, il va y avoir peut-être des exagérations, ou alors tu vas être triste à excès, ou tu vas être en colère à excès. On en connaît des personnes colériques tout le temps, tout le temps. Leur mode de réaction, c'est la colère. Qu'est-ce que cache cette colère? Le troisième mode, c'est le déni. Tout va bien, je vais bien. Je vis des stress phénoménaux. Je vis une colère incroyable parce que la situation que je suis en train de vivre au travail, c'est tellement injuste. Mais moi, on m'a appris à me taire, à être parfait, à travailler dur. Donc je me la mange, cette colère, cette injustice. Et puis un jour, ben, ça va peut-être sortir d'une manière exagérée. Personne ne va rien comprendre ou ça va se retourner contre toi, contre soi, et là, ça crée la maladie. Donc, il y a le déni. Donc, on voit l'exagération, le déni, et tout ça, eh bien, crée encore une fois une autre personnalité. On traverse l'émotion, on le met de côté, on fait fi complètement, et on poursuit notre vie. Et puis, bien, la quatrième, eh ben, c'est on exagère. Et c'est comme ça que, on va dire, on va partir très très loin dans l'émotion, mais finalement, on la maintient, on la cultive, on devient ça. C'est comme ça, je crois qu'il y a une phrase où on dit, finalement, ton comportement finit par devenir ta personnalité. Alors, on voit que toutes ces émotions, qui sont jamais pures, hein, je le répète. Donc, par exemple, la colère, ça peut être de l'agacement, de l'énervement. La tristesse, ça peut être un peu de mélancolie. Eh bien, elles vont créer ce qu'on a dit, des croyances aidantes ou des croyances soutenantes. Et parfois, des croyances aidantes, il faut travailler dur pour y arriver. Ça aide à un certain temps, mais parfois, ça va contraindre. Et donc, on va, dans notre programme interne, eh bien, finalement, avoir, on va dire, comme vous savez, des formes de schémas, la bonne élève, la madame parfaite. Je parle au féminin parce que je suis une femme et je sais peut-être pas toujours comment les hommes vont réagir, quoique ça peut être, voilà, un homme, ça pleure pas, un homme, ça assume, un homme, ça doit nourrir sa famille, un homme doit toujours être là, fort. Euh, donc la petite fille parfaite, la petite fille modèle, la maman parfaite, on doit prouver sa valeur, on doit tout gérer, on doit rien demander à personne, on s'est construit tout seul, on a réussi sans l'aide de personne. Ça, c'est des croyances qui vont soutenir pendant un moment, mais qui, à un moment, vont nous empêcher de vivre l'émotion. Et l'émotion qui est souffrante, mais cet évitement, eh bien, on va tout le temps éviter de souffrir. On va éviter de traverser cette situation. J'ai envie de te refaire faire une pause. Tu vas revenir dans ton corps, pas dans ta tête.
On a parlé du stress, de l'angoisse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ton corps, quelque part de toi, un endroit où ce serait sur le qui-vive, tu vois, qui serait en alerte encore? Et comme tout à l'heure, tu dis: «OK, là, c'est en alerte. Alors, comment c'est ce qui-vive? À quoi ça ressemble? Est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça bouge du coup? Au contraire, c'est stable comme tapis dans l'ombre?» Je t'invite à revenir. Tu vois, tout simplement, tu peux, en sensation, c'est ça. Il y a pas de mots, il y a pas de description, chacun sa description. Le qui-vive, pour l'un, ça va être ça, pour l'autre, ça va être autre chose. Certains vont décrire, des barres, comme une barre dans le cœur, d'autres vont décrire comme une boule, d'autres comme un nuage, d'autres comme une masse, c'est noir, d'autres c'est on peut décrire tout en sensation, c'est métallique, au contraire, c'est cotonneux, et cetera. C'est ça les sensations. Alors maintenant, quand on a passé des années et des années à éviter l'émotion, à avoir un comportement, on va dire, de perfectionnisme, de performance, parce que avec ce comportement, rappelle-toi le petit enfant, on était aimé, on était vu, reconnu, on avait de la valeur aux yeux des autres. Mais on s'écoute pas et finalement, on ne sait pas qui on est. On est juste la résultante d'un programme, mais on ne sait pas, au fond de soi, qu'est-ce qu'on veut, qui on est, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous rend triste. Parce qu'on a adopté, malgré nous, mais on l'a fait et c'est de notre responsabilité. On ne tombe pas dans le victime, c'est pas la faute de l'autre, c'est vraiment notre responsabilité. Alors moi, je vais juste parler 5 minutes, quelques minutes de ma propre expérience. J'ai vécu dans un milieu familial complexe, avec des personnes complexes, avec des comportements qui, on pourrait dire, sont pas forcément adaptés à une vie de famille sereine, calme, joyeuse, paisible. Et enfant, très tôt, j'ai su que c'était pas normal. C'était la seule chose que je comprenais. Je me disais: «C'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal» et qu'est-ce que la normalité? J'en savais rien. J'étais fille unique, je pouvais pas parler, je suis fille unique, je ne pouvais pas échanger avec un frère ou une sœur et à ce moment-là, on avait moins de contact avec des autres, enfants. C'est un petit peu plus tard, quand j'ai commencé d'aller dans d'autres familles avec les amis, que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas «très normal» entre guillemets, que c'était pas la normalité de toutes les familles qui étaient comme ça. Et donc, je l'ai découvert il y a très peu de temps, que j'avais développé ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Donc dès qu'un drame, un stress survient, moi je suis hyper calée pour réagir sans broncher, sans stress, que je croyais, mais réagir pour parer au drame, en fait, à la catastrophe, à la dispute, aux colères, et cetera. Et un jour, je m pas d'un coup, mais je ressentais de plus en plus de fatigue, toute lourdeur du corps. Je me levais le matin sans élan, fatiguée, mais fatiguée. Et puis j'ai commencé d'avoir des douleurs partout dans le corps. Et puis j'ai commencé d'aller voir bien des médecins, des spécialistes et là on me disait: «Beh, vous avez rien». J'avais rien aux radios parce que la pathologie que j'avais développée, eh bien, c'est une pathologie qui est invisible, qui n'est pas détectable avec les outils que la science a aujourd'hui.
C'est une pathologie justement de l'information du cerveau vers le corps et du corps vers le cerveau qui donne des mauvaises indications parce que je n'avais pas entendu les messages de mon corps. J'avais pas entendu les émotions. Je ne vivais que pour les autres. Je voulais sauver les autres parce que peut-être que je pensais me sauver moi-même. Et quand on développe une pathologie auto-immune, eh bien, c'est qu'on devient allergique à soi. Et puis, bien sûr, on me disait, ben, c'est dans ta tête, puisque c'était pas visible, cette pathologie. Mais finalement, j'ai été diagnostiquée, donc la pathologie, c'est la fibromyalgie. Généralement, c'est une pathologie qui est souvent pour les femmes. C'est vraiment les femmes, beaucoup, à 95% aussi, qui développent ce type de pathologie. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout aucun symptôme de cette pathologie. Parfois, ça peut m'arriver justement si je ne me suis pas assez écoutée, si je n'ai pas écouté mon corps, eh bien, je peux ressentir à nouveau, légèrement, cette grande fatigue et ces douleurs. Mais de suite, je sais ce qu'il faut faire et c'est ce que j'appelle la vie. Je reviens dans un état où je me reconnecte à ça et je dis, ben ok, ok, c'est là et simplement, ça passe. Mais parce que j'ai fait tout un tas d'autres choses dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour permettre aux femmes, aux hommes qui vivent cette pathologie de ne plus subir la fatigue et les douleurs et de changer aussi le regard qu'on a sur soi. Donc le corps, finalement, c'est le dernier messager. Quand la maladie est là, c'est le signe qu'il y a eu trop d'émotions qui se sont installées. Alors, vous allez me dire, mais toutes les pathologies, toutes les maladies ne sont pas émotionnelles. Moi, j'ai envie de dire, et je sais que ça a été prouvé, que c'est pas forcément un courant de pensée dominant dans le milieu médical, et qu'à 95%, nos maladies sont d'ordre émotionnel. Alors, à ce stade de cette vidéo, j'ai envie de te parler du système nerveux. Tout à l'heure, en parlant des émotions, je t'ai parlé de la colère et de la peur. Et donc, quand on est dans ce, on va dire, schéma-là, quand on réagit en fuite ou en combat, eh bien, ça correspond à un système nerveux, à un état du système nerveux. Donc, notre système nerveux, c'est pas non plus l'objet de la vidéo. Vous avez une personne qui est éminemment euh, calée sur le sujet, c'est Ludovic Leroux. Il a écrit un livre qui s'appelle Le nerf vague. Ce nerf vague qui va depuis le cerveau jusque devant le corps et derrière. Eh bien, il en parle à merveille. Il a des formations là-dessus, donc je vous encourage, si vous voulez aller plus loin, à écouter ce qu'il fait parce que je suis pas une spécialiste. Je voulais juste vous dire que quand on est dans cet état-là, eh bien, on est dans un état pas satisfaisant au niveau de notre système nerveux. Et que le système nerveux, on va être le mieux, le plus en sécurité, on dit qu'il est au niveau ventral. Encore une fois, c'est pas le but de faire tout un détail sur le système nerveux, mais on n'est pas tout le temps en ventral comme ils disent, c'est-à-dire on n'est pas tout le temps hyper serein, hyper en sécurité. Euh, mais quand on passe dans des phases de fight ou fear, combat ou fuite, mais c'est juste de le voir. Je sais pas, j'ai un dossier à rendre, j'ai travaillé énormément donc j'ai combattu, hein, vraiment, je me suis levée tôt, ça fait plusieurs semaines, ben, c'est ok, mais après, comment je régule mon système nerveux? Donc c'est pareil, il y a plein d'exercices, vous trouverez pour réguler ce système nerveux. Donc moi, j'ai envie de vous inviter à voir si vous arrivez à être dans le système qui est celui où on a traversé ses émotions et qu'on se connaît et où on est en sécurité à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas besoin de
l'extérieur pour se sentir en sécurité. Et c'est là qu'interviennent aussi toutes les relations, alors qu'on va dire, alors bah, il y a aussi l'histoire des relations toxiques, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Quand on n'est pas en sécurité à l'intérieur de soi, on va chercher la sécurité à l'extérieur. Donc ça peut être par des objets, ça peut être par des personnes avec des relations amoureuses très très, comment dirais-je, fondues, où on se confond avec l'autre. Si l'autre n'est pas dans notre paysage personnel, eh bien on va être en insécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui va s'élaborer au fil du temps. Parce que si on n'a pas été en sécurité enfant, il y a peu de chances pour qu'on le soit à l'âge adulte, hormis si on s'en occupe pas. Et donc, cette sécurité intérieure, elle peut aussi être pour certains avec l'argent. Et il y a des gens, malgré tout, qui, même ayant beaucoup d'argent, ils vont pas se sentir en sécurité intérieure. Donc moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi, tu te sens en sécurité, quelles que soient les situations extérieures qui peuvent se passer? Est-ce que tu sais que tout va bien aller? Oui, c'est un moment challengeant. Oui, tu traverses des défis. Oui, il y a des obstacles, parce qu'il y en aura toujours. C'est comme ça que va la vie. Et est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as les ressources nécessaires, c'est-à-dire que tu sais aller chercher ce qui est challengeant pour toi, quelle est la situation, et puis te poser, et ensuite traverser tes émotions, et ensuite poser les actions qui sont justes pour toi, mais pas faire action-réaction. Émotion, réaction, sans ressentir dans le corps. Donc tout ça, quand on a compris ce fonctionnement des émotions, des pensées, du comportement qui en suit, eh bien, on va de plus en plus vers cette sécurité, vers cette connaissance de soi et ce que j'appelle, moi, vers notre, enfin, je l'appelle pas moi, il n'y a pas que moi qui l'appelle, mais ce qu'on appelle en général l'essence, l'unicité, l'être unique que tu es. Derrière ce programme, derrière ces comportements inconscients, se cache la véritable personne. Qui es-tu véritablement? Et là, on ne va plus passer dans les besoins, hein. Je ne sais pas, besoin d'appeler mon compagnon toutes les 5 minutes parce que je suis très en stress. Je ne sais pas, qu'il lui arrive quelque chose, qu'il rencontre quelqu'un d'autre, qu'il soit avec des copains qui ne pensent pas à moi. Je ne sais pas. À des désirs, à une vie qui est remplie de toi d'abord, pour ensuite pouvoir relationner avec le monde. Et c'est ce que j'ai appelé faire de ta vie du grandiose. Le grandiose, c'est vraiment quand on est appelé par des grands désirs. J'ai aussi dit dans le mini morceau de slam tout à l'heure, pour vivre et non survivre, pour rire et non être ivre. Rire de joie, la joie du quotidien, la joie du moment présent. Cette joie très simple, sans forcément un objet de joie. Pourquoi j'ai dit être ivre? Parce que parfois, justement, pour atténuer nos émotions qui sont trop douloureuses, eh bien, il y a ce comportement où on va apaiser momentanément avec des substances. On peut aussi l'apaiser avec un comportement. Ça peut être par exemple le travail. C'est une forme de fuite, on le dit tout le temps, hein. Donc c'est dans les, comment dirais-je, manières de gérer l'émotion. Et l'addiction est aussi un moyen de gérer. Et loin de moi de juger parce que je pense que j'ai aussi expérimenté l'addiction, pas forcément à des substances, j'aurais pu, mais notamment au travail. C'était une forme de fuite pour moi, le travail. Ça peut encore l'être, si je ne suis pas trop vigilante. Donc, on voit ici que finalement, le comportement dénote très bien de la manière dont on vit notre vie. Alors, je vais renommer ce qu'on a dit en résumé depuis le début.
Donc, observe tes comportements, accueille déjà tes pensées à propos de toi, à propos des autres, ressens tes émotions, fais une mini pause, tes respirations dans la journée. Tu peux aussi donc faire des pratiques psychocorporelles pour finalement décharger, défouler, libérer, laisser aller ces émotions dans le corps. Tu peux aussi bien, réécrire ton histoire sous une autre forme et voir finalement tout ce que tu aurais vécu de complexe, de difficile, de désagréable. Et si tu réécrivais l'histoire? Tu fais ce que tu veux, puisque on sait que nous croyons à nos pensées. Lorsqu'on a des pensées, on y croit vraiment. Parce que c'est pas vrai que ton patron, il est comme le lion qui rentre dans le bureau. Donc, mais t'y crois quand tu le vis, quand il arrive, quand il déboule, t'y crois vraiment. Tu crois vraiment que c'est comme un lion qui rentre, que tu vas mourir peut-être, tu vas être honteux, que tu vas être plus bas que terre. Et donc, tu peux croire l'inverse. Si tu réécris ton histoire et que tu te relis ou que tu t'enregistres, tu peux croire l'inverse. Lorsque l'on voit quelque chose en vrai, on y croit. Eh bien, quand tu visualises, c'est la même chose. C'est pour ça que les pratiques, par exemple, de sophrologie ou d'hypnose, on t'invite dans un paysage subliminal, dans une autre façon d'écrire l'histoire, ou quand les sportifs s'entraînent pour une course, ils vont visualiser leur réussite. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai réussi à guérir de la pathologie de la fibromyalgie. Je me visualisais sans fatigue et sans douleur. Et du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis pas fatiguée? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Quelles sont les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à moi? Et aujourd'hui, je suis en train de les faire, ces actions-là, parce que je n'ai plus ces douleurs. Va voir derrière chaque expérience complexe que tu as traversée, on dit qu'il y a toujours un cadeau. Mal emballé, c'est sûr, mais il y a un cadeau. Tout est parfait. Toutes les expériences agréables, désagréables, tu peux les noter avec une échelle. Eh bien, tu verras que tu as des moins, t'as des, t'as des plus 10, tu as des moins 8, tu as des moins 16, puis tu as des plus 40. Au final, ça fait une moyenne. Et si tu te retournes sur ton passé, tu vas te dire que tout ça, finalement, formait un pulse qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi, choisis sur quoi tu portes ton attention. Est-ce que tu as envie de porter ton attention sur le petit John de 7 ans qui s'est fait disputer parce que il avait déchiré son pantalon tout neuf? Ou est-ce que tu as envie de porter ton attention sur le désir qui t'anime? Je sais pas, de faire ce voyage en catamaran, d'apprendre le piano, de peu importe, les choses les plus simples te rendront heureux. Ose être la personne que tu es vraiment et vis-la à chaque instant. Vis-la en présence de ce que tu traverses. Vis le moment présent, c'est ce fameux instant présent que on recherche parfois tant et que finalement il y a pas, c'est pas si compliqué. Finalement, c'est une forme d'amour de toi que de te reconnaître dans toutes ces parts, dans toute cette histoire, dans tout ce que tu as traversé, dans tout ce que tu n'as pas exprimé. Sois doux, sois douce avec toi-même. Il dit, ben, c'est comme ça. Moi, j'avais pas la connaissance, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec moi-même. Mais aujourd'hui,
Tu peux changer les choses. Tu peux passer de la survie à la vie. Et je t'assure, ça change vraiment la vision que tu vas avoir de ton futur. Être bien ancré dans son présent, en connaissance de soi, à exprimer ses besoins et ses désirs. Justement, l'émotion, je ne l'ai pas dit, mais l'émotion, c'est aussi en lien avec un besoin qui est satisfait ou non satisfait. Si l'émotion est agréable, c'est un besoin satisfait. S'il n'est pas euh, agréable, eh ben, c'est un besoin non satisfait. Donc, quels sont tes besoins? De quoi as-tu envie là, maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais exprimer à quelqu'un? Même si c'est de la rancœur, eh bien vas-y, écris-la, n'envoie pas la lettre, mais tu sais que c'est une information qui va partir dans l'univers et qui sera du coup exprimée, traversée. Voilà ce que j'avais à te partager sur passer de la survie à la vie avec les émotions, avec les pensées et avec les visualisations, de ce que tu désires. Alors je te remercie, d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux réécouter cette, vidéo et si tu as de plus souvent que tu souhaites, c'est disponible et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, j'ai, un voyage intérieur profond, joyeux, agréable, qui va être aussi sonore puisque dedans tu vas retrouver les 15 slams que j'ai écrits, mais il y a comme un voyage avec, un début et une fin du voyage. Ça s'appelle «Révèle-toi». Donc je te mets le lien en dessous de la vidéo et n'hésite pas à, m'appeler, à demander un entretien, un moment avec moi pour savoir si c'est pour toi. C'est en autonomie et il y a 2 heures, d'accompagnement personnalisé avec, ce voyage. Je te remercie, je te souhaite une très belle journée. Ose faire de ta vie du grandiose pour vivre et non survivre, pour rire et non être ivre. Quel élan de ton cœur, as-tu conservé ta candeur? Tes désirs t'ont-ils emporté? Sais-tu qui tu es? As-tu vécu ta conquête ou pris une étiquette?